Pascal Boniface, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. directeur de l'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous publiez 50 idées reçues sur l'état du monde en 2018, donc chez Armand Collin. Un monde qui commence cette nouvelle année avec des troubles très sévères en Iran. Il y a eu en 4 jours plus de 10 morts, 400 arrestations. La nuit dernière encore. Que se passe-t-il en Iran, Pascal Boniface ? Il y a un ras-le-bol de la population qui ne voit pas les réformes économiques survenir alors qu'ils avaient élu Rouhani pour cela et qui ne voit pas non plus les bénéfices de l'accord nucléaire qui normalement aurait dû lever les sanctions et apporter une meilleure situation économique. Et donc il y a vraiment un problème de pouvoir d'achat et beaucoup d'Iraniens pensent également que le soutien accordé à la Syrie, aux interventions extérieures est coûteux. Ils préféraient que l'argent soit redistribué chez eux. Et c'est aussi une mise en cause finalement des passes d'Aran parce que si le président Rouhani, ce sont les gardiens de la Révolution, oui. Si le président Rouhani n'a pas pu faire toutes les réformes qu'il entendait faire, c'est bien sûr parce qu'il y a toujours la crainte des sanctions américaines, mais surtout que ces gardiens de la Révolution tiennent toujours les rênes de l'économie et font tout pour ne pas redistribuer la manne pétrolière. Mais est-ce qu'on peut avoir un printemps iranien, une chute du régime des mollahs ? Je dis ça, c'est Donald Trump qui dit il est temps maintenant de changer de régime dans un tweet. Ça, c'est le meilleur cadeau qu'il puisse faire au régime que de venir soutenir les manifestants parce que le régime pourra dire, vous voyez, c'est encore un complot des États-Unis et on ne peut pas dire que la popularité au niveau international de Trump soit telle qu'il vienne aider les manifestants. Donc c'est certainement le pire service qu'il peut rendre aux manifestants que d'apporter son soutien. Faire tomber le régime, peut-être pas, mais en tous les cas, ça va accélérer certainement la bataille entre Rouhani, qui est plutôt modéré, modéré, et les gardiens de la Révolution, qui sont les durs, qui sont les vaincus de cet accord sur le nucléaire iranien, et qui ont voulu se venger en augmentant les interventions sur le front extérieur. Donc il y a bien sûr un débat entre les manifestants et le pouvoir, mais au sein du pouvoir, il y a quand même deux branches tout à fait différentes. Alors, autre point rouge qui clignote en ce début d'année, c'est Kim Jong-un, qui a fait des vœux très spéciaux. Il a tenu un double langage à l'égard des États-Unis. Il a dit « Nous devons maintenant produire en masse des têtes nucléaires ». Et il a dit « L'ensemble des États-Unis est à portée de nos armes nucléaires et il y a un bouton nucléaire sur mon bureau ». Alors ça, c'est une vraie provocation contre Donald Trump. Oui, bien sûr. Et il doit espérer que Donald Trump va réagir parce que finalement, ça donne de l'importance à Kim Jong-un lorsque le président des États-Unis l'attaque nommément. Et c'est une façon de montrer à sa population, parce qu'ils ont tous regardé cela, que voilà, la Corée du Nord est dans un bras de fer comme s'ils étaient à égalité avec les États-Unis. Donc, pour la population nord-coréenne qui a une connaissance pour le moins limitée de ce qui se passe à l'extérieur, penser que son pays fait jeu égal avec les États-Unis, c'est une source de fierté, de réconfort, et donc ça augmente la légitimité au niveau interne de ce dirigeant. Est-ce que c'est pas un mauvais exemple ? Vous savez, on parlait beaucoup de la non-prolifération de l'arme nucléaire. Ben voilà, on a la Corée du Nord qui a l'arme nucléaire, et maintenant d'ailleurs, son leader a une assurance vie. Il dit plus personne ne va l'embêter. Voilà, il dit que si Kadhafi et Saddam Hussein avaient eu l'arme nucléaire, ils seraient encore en vie et au pouvoir. Et donc, la Corée du Nord ne renoncera jamais à l'arme nucléaire parce que c'est son assurance vie. Il faut s'habituer à vivre avec une Corée du Nord avec des armes nucléaires. Et il vaut mieux ne pas tomber dans les provocations dans lesquelles Donald Trump est tombé au cours de la dernière année. Mais on ne vous sent pas plus inquiet que ça pour 2018 ? Non, parce que la Corée du Nord ne va pas se lancer dans une guerre qui la verrait être vaincue, détruite. Le régime veut se maintenir au pouvoir. Et un conflit serait la seule solution de voir le régime tomber. Alors, 2018, il va y avoir des élections en mars, en Russie. Vladimir Poutine, alors on dit qu'il est quasiment sûr d'être réélu. Est-ce que c'est parce que les élections sont truquées, ou je vous dis ça, ou est-ce qu'on peut imaginer que Vladimir Poutine soit soutenu par son peuple et que finalement, même si les élections sont un peu arrangées, ça se retrouve quand même massivement dans les urnes. Les deux sont vrais. C'est vrai que son principal opposant, Navalny, ne pourra pas se présenter contre lui de façon, disons, pas normale d'un point de vue démocratique. Le seul enjeu, ce n'est pas savoir qui sera élu. On sait que Poutine sera élu et au premier tour. C'est le taux de participation. Est-ce que les Russes iront voter en masse ou est-ce qu'ils resteront chez eux en pensant que finalement les jeux sont faits ? Mais vous avez raison, Poutine est populaire. Il n'est pas populaire dans le monde occidental, mais c'est justement pour cela qu'il est populaire en Russie, parce que les Russes lui sont reconnaissants de tenir tête au monde extérieur et d'avoir restauré le patriotisme, la fierté nationale. La situation économique n'est pas très bonne du fait de la chute des cours du pétrole, les sanctions, mais c'est surtout la chute du cours du pétrole, mais en tous les cas, Poutine a une vraie popularité, que ça plaise ou non, chez lui, même si effectivement on sait que la justice n'est pas tout à fait indépendante, c'est le moins que l'on puisse dire, et que l'opposition n'a pas vraiment... et la preuve, c'est son principal opposant, Navalny, qui n'aura pas le droit de se présenter, mais c'est d'ailleurs une erreur de la part de Poutine. S'il avait pu se présenter, il aurait fait
fait taire les critiques au niveau international et Navalny n'aurait pas fait énormément de voix. Ah, et donc il a bêtement un réflexe D'autoritarisme, qui... voilà. voilà. La poigne de fer Ouais. qui s'étend. Alors, en Russie, 2018, ça va être l'année de la Coupe du Monde. Il en attend beaucoup de choses, puisque la Russie va organiser la Coupe du Monde en juin 2018. Il en attend beaucoup de choses, Vladimir Poutine, de cette Coupe du Monde. D'être au centre du monde à chaque fois qu'on organise un événement sportif mondialisé, qu'il s'agisse des JO ou de la Coupe du Monde. Donc le monde entier aura les yeux fixés sur la Russie. Donc ça l'impose aussi des obligations. Que ça soit réussi, qu'il n'y ait pas de débordement, que les hooligans soient tenus, et ils le seront, et que le monde entier soit bien accueilli, notamment par rapport aux équipes africaines, parce qu'il va y avoir des problèmes de racisme. Et puis l'enjeu pour Poutine, c'est que la Russie passe le premier tour de la compétition, parce que l'équipe nationale n'est pas vraiment dans une forme, enfin elle n'est pas très bonne en ce moment, et donc il y a un enjeu d'orgueil national de ne pas être éliminé dès le premier tour. Et alors, je sais que vous êtes un spécialiste de foot, mouillez-vous, la France, elle a des chances de la gagner, cette Coupe du Monde? Oui, comme d'autres pays, mais c'est vrai qu'on a une équipe quand même qui fait envie en tous les cas. Alors on revient sur la Russie qui est toujours empêtrée dans cette guerre larvée en Ukraine. Alors on n'en parle plus, elle est en sommeil, mais justement, vous me disiez à l'instant, ça pourrait reprendre parce que l'Ukraine a pris fait et cause pour Donald Trump, parce que l'Ukraine est divisée entre les pro-russes et les pro-américains, pour faire simple. Oui, alors disons que c'est vrai que la Russie a gagné la Crimée, mais elle a perdu l'Ukraine. Le sentiment national ukrainien se fait maintenant contre la Russie depuis l'annexion de la Crimée. Mais dans le Donbass, il y a toujours des pro-russes. Et dans la mesure où l'Ukraine, après avoir voté contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem au Conseil de sécurité, s'est abstenu lors du vote de l'Assemblée générale. Donc, il s'est passé quelque chose entre-temps. Et ce quelque chose, c'est que les États-Unis ont accepté de vendre des armes létales, donc des armes offensives, à l'Ukraine, ce que Barack Obama avait toujours refusé. Donc, il faudrait voir si ce conflit, qui est un conflit gelé, il y a des affrontements sporadiques, il faut faire attention à que ce conflit ne reprenne pas de grande ampleur. Et on voit que Trump, qui avait fait de la réconciliation avec la Russie une priorité diplomatique, n'a toujours pas vu Poutine alors qu'il est au pouvoir depuis 1 an, et maintenant fait ce que Barack Obama n'avait jamais envisagé de faire. Donald Trump qui va devoir affronter les élections mi-mandat en 2018, elles seront difficiles pour lui, ça peut l'affaiblir Oui, ça peut l'affaiblir parce que s'il perd la majorité, eh bien, il aura beaucoup plus de mal, il a déjà du mal avec sa majorité à faire passer son programme. S'il perd sa majorité, il a pu faire passer la taxe fiscale, la réforme fiscale, mais il n'a pas pu mettre fin comme il voulait à l'Obamacare, etc. S'il perd la majorité, ce sera encore plus difficile. Et puis quand on perd, on a de moins en moins de soutien. Mais l'autre menace pour Trump, c'est la justice, c'est les différentes enquêtes de plusieurs niveaux qui sont faites justement sur ce qui s'est passé dans la campagne, les liens supposés avec la Russie. Et là, il y a vraiment une menace réelle pour Trump. Pascal Boniface, dans quelques instants, Bruce Toussaint va revenir sur la prestation du chef de l'État hier. Ce qui m'a frappé lors de ses vœux, c'est que pour la première fois, il s'est adressé non pas aux Français, mais il a dit « mes concitoyens européens ». Il a voulu s'adresser à tous les Européens. Enfin, il y a une petite phrase là-dessus. Il essaye de faire naître, est-ce que ce n'est pas une utopie, ça, que d'essayer de faire naître cette idée qu'il existerait une citoyenneté européenne et qu'un homme pourrait ne pas s'adresser aux Français, mais à tous les Européens? C'est son programme. On a un passeport européen, d'ailleurs notre passeport est à la fois français et européen. Les drapeaux dans les mairies sont à la fois ceux de la France, ceux de l'Europe. Macron a fait campagne sur sa vocation européenne. Et il a fait campagne vraiment très favorable à l'Europe. Donc il continue finalement, il est dans la logique du discours qu'il avait fait lorsqu'il a gagné les élections, de sa campagne électorale, de ses premiers propos. Le problème pour lui pour l'instant, c'est qu'il manque le partenaire allemand, puisque l'Allemagne est empêtrée dans des élections qui n'ont pas été aussi bonnes que le voulait Angela Merkel et l'absence depuis septembre de la constitution d'un gouvernement. Or, l'Europe ne peut avancer que si le couple ou le moteur franco-allemand marche. Et pour l'instant, eh bien, la partie du moteur allemand est en panne. Et on attend une initiative de ce côté. Une fois que la partie allemande, qu'il y aura un gouvernement, on peut espérer une grande initiative. Oui, surtout si les libéraux n'y appartiennent pas et que les sociodémocrates qui sont plus favorables aux thèses françaises en font partie, même de façon minoritaire. Pascal Boniface, voilà, merci beaucoup. 50 idées reçues sur l'état du monde qui vient d'être réédité. C'est chez Armand Collin et vous êtes directeur de l'IRIS. Merci. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air, qui revient sur donc cette prestation du chef de l'État hier pour ses vœux, les premiers en tant que président. Emmanuel Macron, qui par ailleurs a souhaité un grand projet social pour 2018. C'est dans l'air est intitulé ce soir Macron en 2018, cap à gauche.